Valérie Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Vous êtes chef, alors j'ai peur de me tromper, c'est un peu compliqué, je vous laisse le dire. Donc, je suis le chef du service mobilisation citoyenne et médias. Et vous avez fait un très gros travail de 2 ans qui a abouti à ce livre, le guide de la communication responsable, qui est vraiment une somme étonnante. C'est un livre qui fait 190 pages, qui est extrêmement dense et qui explique tout sur la communication responsable et comment faire une communication responsable. Alors la seule chose, c'est que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la communication responsable. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous définir ce que c'est que la communication responsable ? La communication s'inscrit traditionnellement dans un contexte qu'elle doit connaître pour pouvoir le maîtriser. Or, on voit bien, le contexte socio-économique a largement évolué ces dernières années, avec notamment les questions autour du risque climatique, l'épuisement de certaines ressources, l'érosion de la biodiversité, etc. Ça nécessite donc que ces compétences, que ces connaissances soient connues du communicant afin qu'il puisse pleinement les prendre en main et qu'il puisse élaborer des outils de communication qui prennent en compte et qui permettent d'accompagner vers la transition écologique. Les communicants aujourd'hui, ils travaillent en 360. Donc, ils vont être concernés par l'ensemble de ces problématiques. On doit tous faire des éditions à un moment ou à un autre. On va élaborer un événement. On va concevoir des services numériques. On va également être confronté à la question d'une gestion de crise. On va bien sûr aussi élaborer des campagnes publicitaires. Donc on va être amené à se poser la question des messages. On va être aussi amené à se poser la question des tournages. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Il est donc important aussi que ces données nouvelles, que ces problématiques qui commencent à se faire jour chez les communicants puissent être mieux appréhendées. Par exemple, j'ai une petite anecdote qui est assez intéressante. Vous allez vouloir commander un billet de train. Eh bien, pour diviser par 10 l'impact environnemental du service que vous allez proposer, eh bien, entre une appli mobile et l'envoi d'un email, il n'y a pas photo, l'envoi d'un email cause moins d'impact en matière environnementale. Voilà, on donne des petits trucs comme ça qui permettent aussi de se poser les bonnes questions, mais on apporte également dans ce guide, qui est un véritable guide méthodologique, des informations sur des référentiels, de façon là aussi être dans une vraie démarche de montée en compétence de l'ensemble des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux recettes déjà pour éviter le greenwashing ? Greenwashing, je le rappelle, c'est un terme qui est apparu il y a une dizaine d'années, c'est écologie de façade. Tout à fait. Donc comment est-ce qu'on peut l'éviter ? Est-ce que vous avez quelques recettes ou conseils à donner ? Alors, vous parlez de greenwashing. Par exemple, on repositionne tous les débats qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur de la société sur la place et le rôle de la publicité, notamment par rapport à la surconsommation et aussi par rapport à un modèle économique qui est fondé sur un modèle en volume. D'accord, mais ça veut dire qu'on va dire aux agences ou aux annonceurs de ne pas faire de publicité qui pousse à la surconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va leur dire de réfléchir concrètement et d'abord dans les messages publicitaires d'être précis. De ne pas faire de surpromesses. Précis, pas de surpromesses. Pas de surpromesses. On va également leur demander de ne pas critiquer des comportements ou en tout cas de ne pas encourager à des comportements non éco-citoyens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité qui était sortie il y a quelques années pour une voiture. Et on voyait des personnes dans une rame de métro qui étaient complètement serrées contre leurs vitres, etc. Et on disait, courez vite prendre votre voiture. Alors ça, c'est des conseils, mais il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire c'est plutôt des conseils, c'est une méthodologie. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, mais néanmoins, il peut y avoir des gros risques, notamment réputationnels. Et puis, il y a aussi la démarche d'autorégulation qui a été mise en place en France à l'issue du Grenelle de l'environnement en 2007 avec l'autorité de régulation de la publicité, qui fait que dans les instances qui ont été mises en place, il y a un jury de déontologie publicitaire. Oui. Et par exemple, si vous repérez une publicité qui vous apparaît contrevenir à la fameuse recommandation de développement durable qui a été mise en place
par cette autorité de régulation, vous pouvez la saisir, même s'il n'y a qu'un seul Oui. citoyen. Et il peut y avoir un avis défavorable. Et ça publication. Peut Et publication. Donc c'est le name and shame quelque part et le risque réputationnel. Vous dites qu'il faut éco-concevoir la communication, communication éditoriale, communication numérique, communication d'un événement. Donc, est-ce que pour chaque catégorie, vous pourriez nous donner un exemple concret de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Un événement comme celui-là, bon, c'est un événement connecté, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'année prochaine, à Deauville, qu'est-ce qu'il ne faudra pas qu'on fasse? C'est d'abord, le mieux, c'est d'essayer de procéder par checklist. On fournit dans notre guide un ensemble de checklists de façon à ce qu'il y ait une réflexion d'abord sur le lieu. Ensuite, si votre événement se tient sur plusieurs jours, il y a la question de l'hébergement. Il va y avoir la question de la restauration. Il va y avoir la question des déplacements pour faire venir les. Donc il faut que ça soit pas trop loin, il faut que ce soit pas en avion. Il faut que l'intégration. Je pense qu'il n'y a pas de dire il faut que ce soit pas trop loin, il ne faut pas que ce soit en avion, etc. Ça dépend aussi du format de l'événement que l'on veut faire. En tout état de cause, il est important pour nous de faire une checklist, voire on va remettre au goût du jour notre outil qui s'appelle ADER, qui est un guide, qui est un outil numérique qui permet d'avoir un autodiagnostic environnemental de son événement. Il sera disponible en octobre dans sa version augmentée. Et en fin de compte, ce qu'on incite les concepteurs d'événements, c'est à se poser des questions en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas 48 heures avant un événement qu'il va falloir qu'on se dise, effectivement, tiens, ça, j'ai pas fait. Il faut anticiper. Ça peut permettre d'avoir un événement qui soit, et notamment, par exemple, je pensais vous donner l'exemple des Deauville Green Awards. Ça peut être quelque chose qui permettent d'être plus en cohérence. Or, aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est la cohérence entre ce que l'on va afficher et ce que l'on va faire réellement. Et les citoyens ont des antennes par rapport à ça. Et ils sont très prompts à repérer ces failles d'incohérence. Or, nous, en tant que communicants, on doit faire en sorte que ces incohérences, on les masque, mais disons, en tout cas, on les traite, et que pour celles qui restent, pour les choses sur lesquelles, on n'a pas une démarche parfaite, on n'hésite pas à le dire, en disant, cette année, j'ai fait ça, mais l'année prochaine, je ferai comme ça, pour me permettre de m'améliorer encore. Et c'est important de le dire. C'est cette démarche de progrès, de façon à aussi être dans une démarche avec plus de transparence, avec plus d'éthique, et donc une forme de responsabilité. C'est pour ça que la communication responsable, les mots sont importants. Ouais. C'est cette responsabilité du communicant qui est mise sur le devant. Mais de toute façon, c'est ce que demande aussi aujourd'hui le public de plus en plus fortement. Tout à fait. Et avec parfois une défiance à l'égard des entreprises ou des pouvoirs publics qu'il faut dissiper. C'est là où, pour nous, en tout état de cause, avec ce guide de la communication responsable, notre souhait, c'est de nous adresser à la fois aux professionnels de la communication et du marketing qui sont déjà en poste, mais également à l'ensemble des professionnels de la communication et du marketing qui sont en devenir. Donc les étudiants. Par exemple, notamment, ou ceux qui sont en reconversion. Et puis, c'est aussi d'interpeller, d'intéresser notamment tous les responsables RSE des organisations. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur une communication responsable, il est important que l'ensemble de ces maillons de l'organisation travaillent de concert, parce qu'il y a un certain nombre de données, d'informations qui doivent être objectives et qui sont fournies aux communicants et sur lesquelles il peut être amené à les challenger. Et plus les uns et les autres comprennent comment ils travaillent, plus ce sera intéressant et plus on pourra aller loin ensemble.